Bien voilà, c'est parti pour ce ZCL News du mardi 18 octobre. Bienvenue et merci d'être avec nous puisque vous serez avec nous au moins jusqu'à 14h parce qu'on a beaucoup de gens à recevoir. On va commencer tout à l'heure avec Anaïs Top. Bonjour. Bonjour Dani. Elle est directrice du développement durable à Cap Excellence. Elle va nous parler d'un challenge qui se fait bientôt. Vous incitez à marcher un peu plus sans voiture. Je ne vais pas dire à pied, mais sans voiture. Elle est accompagnée de Didier Méridan, qui est conseiller communautaire à Cap Excellence. Un peu plus tard, on va recevoir Aline Mujoin, chroniqueuse du ZCL, en nous prenant garder nous. Mais cette fois-ci, elle vient avec un oculariste. Alors, vous saurez tout à l'heure ce que c'est qu'un oculariste, à quoi ça sert pour les yeux. Cynthia Lefort, l'infirmière naturopathe herboriste, sera aussi avec nous. Et Luna Dimar, chroniqueuse ABC Entreprise, revient. Et puis, on va terminer avec la chronique de Barbara Montpierre, à la rencontre de soi. Sinon, l'actualité, c'est la grève des employés de Datex. Olivier Félix s'est rendu sur place. Il va nous faire un petit compte-rendu. Nouvelle boutique sociale, il en manque. Mais enfin, une a été ouverte à Pointe-à-Pitre. Michel de Papier est sur place. Et puis, la collecte du don pour Fiona continue. La solidarité guadeloupéenne se manifeste ici. Tant mieux. En temps longtemps, on a le temps de voir très rapidement. Le temps longtemps. C'est tous les jours, nous feuilletons un petit peu le calendrier des années passées, du temps longtemps. Le 18 octobre 74, c'est quand même assez ancien quand même. Jacques-Yves Cousteau demandait que Malandiou, l'île Pigeon, le grand cul-de-sac marin, soit classé en réserve naturelle, appelée réserve naturelle Cousteau. C'était en 74 et c'est grâce au bouquin de Laura Mann, notre collaboratrice. Alors, merci Anaïs de revenir quand même de temps en temps au ZCL. Merci. On ne dira pas pourquoi. Et il y a une animation territoriale qui commence pour inciter les gens à marcher un petit peu plus à pied. Moins de voitures. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que tout le monde trouve ça insupportable, les embouteillages qu'on subit tous les jours. Parce que finalement, quand on regarde les kilomètres parcourus, on se rend compte que les personnes, quotidiennement, 60% des personnes font des trajets de moins de 5 km. Oui. Donc pourquoi ne pas les faire à pied ? Parce que c'est bon pour le porte-monnaie. Quand on marche, forcément, ça fait faire des économies. Parce que ça fait du bien au corps aussi. Ça fait, j'allais y venir, parce que ça fait du bien, au corps, et puis parce que ça fait du bien à l'environnement. C'est ce dont je vous parlais quand je venais plus régulièrement sur la chronique. Oui. Mais c'est vrai que se déplacer à pied, c'est des émissions de gaz à effet de serre en moins. Et puis un aspect qu'on a moins tendance à voir, c'est que ça fait du bien pour découvrir notre environnement. Quand on est en voiture, finalement, on est sur la route, on ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que c'est quand même mieux de regarder devant soi quand on conduit, et on prend pas le temps de découvrir les paysages qui nous entourent, on prend pas le temps d'analyser finalement ce territoire sur lequel on vit. Et donc pour toute cette raison, nous souhaitons inciter les usagers de Cap Excellence à marcher. Alors Didier Méridan, vous êtes conseiller communautaire, donc c'est une volonté politique à Cap Excellence visiblement. Oui, c'est une volonté politique à Cap Excellence de se réapproprier son environnement. C'est une volonté du président maire Éric Jalton de pouvoir en fait faire du développement durable une manière de vivre. Tant pour découvrir la partie faune flore de notre territoire, puisque quand nous allons prendre ce qu'on appelle entre guillemets à l'époque les chiméchiens, on passait d'un monde à l'autre et on arrivait en 3 minutes. Et maintenant, aujourd'hui, on peut prendre la voiture, on va arriver en 15 minutes. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir permettre aux gens de se réapproprier l'espace, redécouvrir dans ces chantiers qu'on ne connaît plus les réhabiliter, travailler avec les collectivités pour pouvoir en faire des chemins touristiques, les mares aux alentours qu'on risque de croiser, en faire aussi des lieux de pause, des lieux, un espace de bon vivre, où il fera bon vivre. C'est aussi le moyen de dire que c'est possible, puisque nous voyons la mobilité douce ou la mobilité active comme un seul vecteur du véhicule électrique, c'est-à-dire soit une trottinette électrique, soit un vélo électrique, mais la mobilité douce, c'est la marche avant tout. C'est prendre soin de son corps à travers une action de partir d'un point A à un point B, mais d'une manière très douce, mais en même temps s'enrichir, réapprendre à écouter les oiseaux, redécouvrir les papillons, redécouvrir son espace. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça contribue aussi au bien-être psychologique, mais aussi sociétal, puisque ça nous permettra aussi de croiser de nouveau nos voisins pour renouer, en fait, ce qu'on appelle le bien vivre ensemble.
Alors, Anaïs, quand on a un chien, on fait un chien, comment ça se passe? Ça va dépendre des chiens. Et puis ça va dépendre de comment le chien est éduqué. Mais bien sûr qu'on peut marcher avec son chien. De toute manière, quand on a un chien, on marche, Danick. Quand on a un chien, il faut le sortir, ce chien. Il reste pas enfermé à la maison. Heureusement. Donc, qu'on ait un chien, qu'on n'ait pas de chien, l'idée, c'est de recommencer à marcher. Oui. Alors, c'est une véritable animation qui va se faire. Comment ça va se mettre en place concrètement? Parce que quand on dit ça, les gens qui sont dans notre entourage, dans Cap Excellence entre Pointe-à-Pitre et Abîme, se disent, ouais, mais où sont-ils les chiens? Justement, l'idée, c'est de pouvoir les identifier, puisque vous connaissez sûrement un chien que je ne connais pas. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place un outil, donc Anaïs pourra mieux en parler que moi, mais un outil qui va pouvoir en fait capitaliser d'une manière numériquement, en fait, soit par de l'audio, soit par de la vidéo, soit par des photos, ces chiens que vous connaissez, que nous allons partager ensemble pour apprendre à découvrir notre territoire. Donc l'idée aujourd'hui, ce challenge, c'est de pouvoir le rendre participatif, collectif, pour que cette application puisse s'enrichir de tous ces petits chemins, qu'ils soient en terre, qu'ils soient en tuf, qu'ils soient en goudron, qu'ils soient praticables en véhicule ou d'une manière plus douce. Ils seront cartographiés sur le territoire et ça permettra aussi peut-être de rendre des zones aussi touristiques. Parce que le site est tellement peut-être joli, puisqu'on ne le connaissait pas, le rendre peut-être à travers une volonté communale, à ce moment-là, de le rendre un lieu beaucoup plus attractif. Alors, si on prend le cas des Abîmes, il y a quand même de quoi, là? Il y a de quoi aux Abîmes, mais il y a de quoi à Pointe-à-Pitre. Et il y a de quoi à Abima aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit souvent, déjà quand on parle de marché, on voit la marche, on va dire ludique, le week-end, marcher dans la campagne. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et même s'il y avait que ça, finalement, c'est vrai que quand on pense à Cap Excellence, on voit territoire très urbain. Mais il faut savoir que Cap Excellence, c'est 50% de territoire urbain, mais 50% de territoire naturel et agricole. Donc c'est pour ça vraiment qu'on souhaite remettre la marche au sein même de nos pratiques quotidiennes, parce que ça nous permettra de redécouvrir le territoire. Vous posiez la question, concrètement, comment ça se passe? Il faut savoir que le projet Chimay en nous, c'est un projet qui a été initié depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, donc début 2021, s'est lancé ce projet qui était donc piloté par une association qui s'appelait Chorographe, qui s'appelle maintenant Les Lignes. On a eu l'occasion de venir d'ailleurs aux ZCL pour présenter cette action. Et donc, à l'époque, on avait organisé un webinaire pour expliquer le projet, des ateliers qui étaient en fait des marches urbaines, donc sur tout le territoire. On a fait par exemple des marches à Jarry. On n'imagine pas forcément faire une randonnée à Jarry, et pourtant on avait fait une randonnée à Jarry. On a découvert des points de vue à Jarry complètement merveilleux qu'on n'imagine pas du tout. On en avait fait à Belle-Plaine, au Rézé. Donc l'idée est donc à cette occasion-là, il y a déjà une première cartographie qui existe d'ailleurs, qui est disponible déjà en ligne. Elle est disponible sur l'adresse, vous tapez Chimay en nous sur Google et vous arrivez sur le site internet Chimay en nous. C'est une cartographie que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Cap Excellence, carto.capexcellence.net. Donc ça, c'est une cartographie qui existe déjà. On s'est dit, finalement, à ce moment-là, il y a eu une superbe dynamique, une cinquantaine de personnes, une soixantaine de personnes qui se sont mobilisées autour de ces ateliers. Ensuite, on a fait une restitution à Pointe-à-Pitre, donc une exposition des différentes photos qui ont été prises lors des ateliers, etc. Et là, ça a mobilisé une centaine de personnes. Sauf qu'après, on a eu notre ami Coco qui est passé par là et la dynamique est un petit peu retombée. Aujourd'hui, nos élus nous ont dit mais c'est un trop bel outil pour qu'il reste dans les tiroirs, pour qu'on ne puisse pas se le réapproprier. Et donc, premier temps, on relance une marche urbaine. Donc ce dimanche, on invite les personnes... Dimanche qui arrive là, dimanche 23, on invite les personnes qui veulent se joindre à nous à participer à cette marche urbaine. Donc, ce sera l'occasion de découvrir ce territoire de Cap Excellence, mais aussi... Le départ, c'est où? Le départ se fait à Taonaba. Donc, le départ se fait à Taonaba. Vraiment, oui. Au cœur même de l'écologie, de l'écosystème abymien. Ce qui est intéressant avec ce site de Taonaba, c'est qu'il est, comme vous l'avez dit, au cœur de l'écosystème abymien. On a tout près la maison de la mangrove, on a le canal juste à côté, mais c'est aussi finalement une future zone, c'est presque la future entrée de ville des Abîmes, puisqu'on a le projet du CHU qui arrive là, avec quand même de l'aménagement urbain qui est prévu dans ce coin-là. Et donc c'est intéressant pour nous, à travers cette marche, d'expliquer
comment ces deux milieux peuvent coexister, ce paysage justement purement naturel, des espaces agricoles aussi qui sont à côté, et puis cette nouvelle entrée de ville, comment tout ça fonctionne, comment il est aisé finalement de se déplacer de cette future zone d'activité vers peut-être des restaurants qui sont situés à Dotemar, pas loin. Comment on peut faire ça à pied? On le fera en direct. Et puis ce sera l'occasion pour nous de vous montrer comment participer au challenge. Donc en direct, on vous montrera comment utiliser l'application, vous pourrez la tester pour ceux qui seront avec nous, comment pouvoir alimenter de photos, de prises de vue, etc. Donc ce sera aussi une sorte de didacticiel, si je puis dire, en temps réel, et voilà. Il y a même un concours, on peut gagner quelque chose. Voilà. Donc ça, donc je disais, top départ, c'est la marche. Et puis après, il y a un challenge. Oui. Donc pendant 3 semaines, là, de façon autonome, on va inviter les usagers de Cap Excellence à participer à ce challenge. Ce challenge, on va dire, a 3 cibles. Les associations. On sait qu'il y a énormément d'associations de marcheurs, notamment sur le territoire communautaire. Donc une première cible. Les jeunes. Parce qu'on est quand même sur un territoire sur lequel on a énormément d'établissements scolaires. Nous avons une université, des jeunes qui n'ont pas forcément d'ailleurs de voiture et donc du coup certainement qui marchent. Oui. C'est l'occasion pour eux de pouvoir montrer les chemins qu'ils empruntent au quotidien en fait pour se déplacer. Et puis le grand public qui peut-être être amené à se déplacer pour aller à son club sportif. Un papa, une maman a amené ses enfants à l'école autrement qu'en voiture, parce que c'est vrai que c'est quand même comme ça qu'on pense se déplacer un petit peu automatiquement. Donc challenge pendant 3 semaines, où les personnes seront invitées donc à renseigner cette fameuse carte participative. Oui. Et puis au bout de ce challenge, des lots à gagner, de beaux lots à gagner, pour inciter les personnes à participer à ce challenge. Oui. Donc pour chacune, j'ai cité donc 3 cibles, et pour chacune de ces cibles, il y aura 3 lots en fait. Donc au final, 9 lots à gagner. Donc 3 vélos électriques, 3 trottinettes électriques et 3 montres connectées, toujours dans l'esprit du projet Chemin en eau. D'accord. Alors, je pose quand même la question, est-ce que vous avez le sentiment, Anaïs, depuis 1 an et demi, que la marche est en marche? Disons que les gens marchent beaucoup. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots. Les gens marchent beaucoup, mais toujours pour des raisons sportives. Déjà, oui. Quand on a été confinés, finalement, la seule raison qu'on avait de justifier un déplacement, c'était de sortir son chien, ou alors juste d'aller marcher. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu cet engouement, on va dire, pour la marche. Maintenant, j'ai pas d'indicateurs qui me permettent de mesurer si ça a perduré, mais ça reste, comme je disais, de la marche sportive ou de la marche de loisir. Non, mais le CO2 n'a pas diminué. En tout cas, alors c'est vrai qu'on n'a pas moyen de mesurer ça à si courte échelle, mais alors quand tout le monde était chez soi, forcément que les émissions de CO2 ont diminué. Après, ce qu'on a vu et dans tous les secteurs, c'est que quand tout a repris justement. Les bonnes habitudes qu'on avait pu adopter pendant cette période, finalement, on les a vite oubliées. Il y a quelque chose aussi qui est réel, parce que je sais, c'est même nos élus nous le disent, hein, ok, on incite à la marche, mais on vit quand même dans un pays tropical, il fait chaud. Dire aux gens de marcher sous le soleil, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, l'intérêt du challenge et globalement du projet Chemin en eau, c'est qu'en fait, on a parfois des préjugés à se dire, mais en fait, je vais être sous le soleil et c'est compliqué. Mais par exemple, moi, je peux dire, j'ai l'habitude d'emprunter un chemin et qui est ombragé. Et je peux mettre une photo de ce chemin. Et donc là, la personne qui va voir ce chemin, tiens, c'est un chemin que je pourrais, par exemple, emprunter pour emmener mon enfant à l'école. Mais il va faire chaud, je vais arriver, je vais transpirer. Et en fait, je regarde la photo. Ah, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, le chemin est totalement ombragé. La personne qui a renseigné le chemin peut mettre aussi une indication pour dire, par exemple, il y a des trottoirs tout au long de ce circuit. Ah, donc ça veut dire que je peux le faire avec mon enfant, je serai en sécurité. Donc c'est ça l'idée de cette cartographie participative, c'est que plus on va la renseigner, plus les usagers vont la renseigner avec du détail, des photos, des indications, mais aussi des indications pour dire, par exemple, il y a un gros trou et c'est dommage parce que ça met en danger. Là aussi, ça devient un outil d'aide à la décision pour les villes qui pourraient dire « Ah, mais on n'avait pas prévu d'agir là, mais on voit qu'il y a des dizaines de personnes qui mettent des commentaires sur ce chemin-là, donc il y a peut-être un intérêt à aller agir sur ça. » Donc c'est vraiment notre outil, en fait. C'est pas l'outil de Cap Excellence, c'est pas l'outil des villes, c'est l'outil des usagers du territoire. Et l'idée, c'est de faciliter. On demande à tout le monde de passer à l'action. C'est facile de dire « Passez à l'action, soyez des consommateurs, etc. » Mais on n'a pas forcément les outils. Là, c'est un outil fait par nous, pour nous aider finalement à être mieux dans notre vie au quotidien. Monsieur Méry, dans votre enfance, vous avez connu des chimériens?
Ah oui, mais beaucoup de chiens. Et je le regrette d'ailleurs, parce qu'en fait, à l'époque, je me souviens, les chiens, on les empruntait pour aller dans la campagne profonde, pour aller chercher des mangues, chercher mango au Kenneth. Et on allait chez mon grand-père pour les chiens. Dans quelle région vous étiez? À Boivin, à aux Abîmes. Donc, sous cette zone-là, effectivement, aujourd'hui, ces chemins-là, je le regrette, sont moins pratiqués. Donc, la végétation les a fait disparaître. L'idée, c'est de pouvoir justement les réhabiliter, puisque aujourd'hui, on a toujours tendance à aller vite en voiture d'un point A à un point B. Ça nous permet aussi de nous calmer, de nous poser et de prendre le temps de marcher. Et même si effectivement c'est sous le soleil, on transpire presque pas parce qu'on a adapté un rythme posé. Ça nous permet aussi de se traiter, je dirais, psychologiquement et de s'apaiser. Donc, beaucoup de chemins chiens, beaucoup je dirais, de marre de ce côté-là. Et c'est vrai que ce challenge m'a donné envie de faire des circuits sur le territoire, puisqu'on a 8 à 10 mares. Et c'est vrai que les écoles se s'y ont mis aussi, puisque je vois qu'aujourd'hui, les enfants qui vont à la cantine, qui ne restent pas à la cantine, qui vont dans des établissements annexes pour aller manger, le font à pied. Donc ils sortent de l'école Maurice Saint-Pierre, ils font 100 mètres, 150 mètres pour certains, ou 200 mètres, pour aller manger chez quelqu'un. Donc cela veut dire que c'est possible. Je vois beaucoup de jeunes aussi le matin, le mercredi matin, aller à Jeunesse Évolution, le club sportif qui est sur cette zone-là. Ils arrivent tous à pied, ensemble. Ils se donnent rendez-vous. C'est des enfants de quartier. Ils se donnent rendez-vous et ils y vont à pied. La marche à pied demeure toujours chez nous un élément, je pense, essentiel de cohésion. Donc, moi, je marche maintenant. Ouais. Je marche parce que je dois aller chez ma mère. Donc, je le fais maintenant à pied. Depuis l'augmentation du carburant. C'est pas depuis Macron que vous marchez? Non. Je marche depuis que le prix du carburant a augmenté. Ah, d'accord. Donc, c'est un moyen aussi de faire de l'économie. Et on sait bien que de toute manière, quand j'ai commencé à marcher, je pense que c'est plutôt Éric Jalton qui m'a initié à la marche. pas Macron. Alors, Anaïs, la dernière question. Est-ce qu'on peut dire que pour Cap Excellence, le développement durable, c'est chimé en nous? Chimé en nous fait partie des actions de développement durable qu'on mène sur le territoire, en tout cas. Oui. Ça, c'est sûr. C'est dans ce sens-là que le développement durable, c'est vraiment un axe fondamental, important pour Cap Excellence. Le développement durable, c'est un axe important pour nous. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement durable, il n'est pas porté juste par une direction. Finalement, il percole dans toutes les actions qui peuvent être portées par l'agglomération. Quand vous menez une action pour inciter les personnes à revenir en centre-ville pour faire leurs courses, plutôt que d'aller chez des grandes enseignes, c'est du développement durable parce que vous favorisez les petits commerçants. Quand vous menez des actions comme Joie Tradition où on valorise les agriculteurs, etc., on valorise les circuits courts, c'est du développement durable. Donc finalement, quelles que soient les actions qui sont menées, l'idée c'est qu'on soit sur un territoire sur lequel il fera toujours bon vivre pour nous et pour nos enfants. Et c'est ça le développement durable. Il y a une nouvelle boutique sociale et solidaire qui s'ouvre à Pointe-à-Pitre. Ça va dans le sens Tout ça va dans le sens. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors nous, collectivité, on peut donner un cadre. On va d'ailleurs élaborer des documents cadres sur tout ce qui va être climat-énergie. On fait par exemple le plan climat. Sur tout ce qui va être aménagement, on fait par exemple le SCOT. Mais après, on n'est pas les seuls responsables et les seuls acteurs de ces changements. On parle de transition écologique, transition énergétique. Finalement, c'est l'affaire de tous. Et il faut de conscience qu'il faut, en fait. C'est une prise de conscience. Là où nous, on peut aider, c'est en proposant des outils pour aider à passer à l'action. C'est par exemple ce qu'on fait avec le challenge Chimé en nous dont on parle ce matin. Mais finalement, c'est tous, c'est chacun d'entre nous qui sommes acteurs de ce changement qu'on appelle de nos voeux. Alors, le challenge démarre le 23, à quelle heure? Le challenge, donc la marche commence le 23, dimanche 23, rendez-vous à 7h45. Oui. Il faut juste s'inscrire pour que nous, on puisse prévoir la logistique. Donc, il faut s'inscrire à... Porter sa bouteille d'eau, quand même. C'est mieux de porter sa bouteille d'eau, un petit chapeau, de bonnes chaussures, histoire de ne pas perdre une semelle en route. Oui. Et puis, on peut s'inscrire soit par mail. Oui. Le mail, c'est challenge MDD, donc tout collé, @capexcellence tout collé aussi.net. Et on peut s'inscrire aussi par téléphone. Le temps pour moi de vous retrouver le numéro de téléphone. 0590 47 72 81. Donc si vous avez des questions,
Vous pouvez donc appeler à ce numéro 0590 47 72 81. Et puis donc vous aurez une charmante dame au téléphone qui vous donnera des indications sur cette inscription, sur les horaires de bureau. Donc là, le numéro de téléphone est accessible de lundi à vendredi de 8h à 15h30. Merci pour la chronique. Il est 12h57. On revient à l'actualité, la grève des employés de Datex. Olivier Félix est rendu sur place. On regarde un peu de quoi il s'agit. Travailler en disant là avec des matériels insalubres, matériels là pas bon. Yo déjà dit yo qu'on ça changer, yo veut pas changer. Et là c'est là nous n'y ras-le-bol depuis grand vacances, avant grand vacances depuis mois de mai, nous te dit yo comme ça que Foula qui tombe en rade et ni en tombe en rade avant nous de parti, yo pas rangé, yo dit yo pour faire nous des promesses que yo cache en neuf. Regardez sauteuses là, j'en ai presque un an, il pas qu'à fonctionner. Yo dit nous yo acheter pièces pour j'arriver, yo fait de vie, nous qu'à attendre. On travaille avec collègues durant les grandes vacances et nous comprenons que les travaux étaient faits. Là, nous virons pas ni pour travaux qui fait. Nous travaillons, nous pas vrai pour technicien, pour mon agréé venir ranger ces appareils là. Nous ne pas comprendre. Et il a augmenté l'effectif là. Nous passons à 4100 couverts par jour. Donc, et les menus pas adéquats pour nous travailler. Qui fait que nous travaillons avec un four qui a monté à 160 degrés, plus en marmite et l'autre là qui a sointé et qui a éteint à chaque fois. Et pour lui, il faut nous travailler. Donc, après, regardez, nous faisons une réunion avec, nous faisons droit de retrait parce que nous avons souffert. Pour si on dit nous avons souffert, la population nous a souffert. Nous avons dit, madame là, comme ça, qu'il faut faire réparation. Il a nous des promesses, mais il n'a pas respecter les promesses. Nous toujours fait les enfants passer avant depuis des années. Nous avons travaillé dans une situation vraiment précaire. Depuis des années, nous avons fait les enfants passer avant. Les parents, nous sommes des parents de famille. Tout le temps, nous avons dit ça, nous sommes des parents de famille. Nous sommes aussi, quand nous avons mangé à la cantine, nous avons payé la cantine aussi. Nous en souffrance, quand on rentre en souffrance. Mais nous disons stop, nous avons arrêté, je dis là. Il faut y mettre les conditions de travail pour nous payer travail. Nous avons découvert, à la visite en nous, qu'on prend un prestataire pour faire manger bayo et le prestataire là qui vient dire que c'est Datex. Nous avons compte que c'est nous et nous en piqué de grève et nous en chemin là, nous avons voir les différents sites. À quel moment, tout chauffeur nous avec nous et tout cuisinier, tout ces employés là, nous tous ensemble, à quel moment on fait manger là? Demain, si Yvan Bélec arrive, il revient porter nous du doigt. Et les parents, à part nous qui fait manger, nous en grève, ils ont produit en notre cuisine. Et on sait bien que nous sommes employés. Je dis là, nous debout pour nous dire aussi, pas oublier que nous là, nous quand enrichir avec des mains en nous, force à récompenser nous aussi, assis salaire en nous aussi. Bon, nous, ça nous besoin, Dieu en nous que nous besoin. Pas mentir, bah, mon. Et visiblement, les Datex, ils ont bien debout et ils ont payé molly. Il est véritablement 12h58, première pause. Tout à l'heure, on reçoit Aline Mijoin, notre opticienne habituelle du mardi. Et elle sera accompagnée de Cyril et un oculariste. Oui, c'est bien ça, oculariste. On va expliquer un peu ce que c'est. La première fois que je reçois un oculariste. Et un peu plus tard, Cynthia Lefort, notre infirmière, sera aussi là après. Evelyne Adémar. Allez, c'est parti pour la pause. On se retrouve. Voilà, c'est parti pour le deuxième plateau du ZCL News. Il est 13h04. On va recevoir successivement Madame Aline Mijoin qu'on reçoit le mardi. Bonjour. Bonjour. Et cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est avec un oculariste. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui a vu le fichier, le flyer sous les réseaux, m'a dit quoi, un occultiste? Non, on se calme, c'est pas un occultiste. Pas du tout. Oui. Et on va recevoir aussi Cynthia Lefort, comme tous les mardis, notre herboriste, aussi infirmière, naturopathe, avec tous ces produits. Elle va nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Sinon, rapidement, on fait un petit tour du côté de l'actualité avec cette nouvelle boutique sociale et solidaire qui s'est ouverte à Pointe-à-Pitre. C'est important dans le cadre du développement durable. Justement, on en parlait tout à l'heure. Michel Depap était sur place, on regarde. Une boutique solidaire et sociale. On va décomposer en deux. Donc solidaire dans un premier temps, puisque nous recevons des dons de la part de la population guadeloupéenne, marie-galantaise, etc. Donc on reçoit des dons et ces dons, on va les trier dans notre ressourcerie qui se trouve derrière. On va les trier, les laver et les étiqueter et les revendre à prix solidaire. Donc ça, c'est pour la partie solidaire. La partie sociale, c'est parce qu'on fait partie d'une association médico-sociale qui est marie-galantaise. Et donc avec cette association, on accueille des personnes en situation de handicap avec des éducateurs spécialisés qui les encadrent dans nos ateliers
pour leur permettre de se développer, de développer leurs compétences et éventuellement de s'insérer après dans la société. Le concept s'appelle Kanawa, et Kanawa, en fait, ça voulait dire ancienne barque. Ce sont les barques que les Arawaks utilisaient, les Amérindiens utilisaient à l'époque pour se déplacer d'île en île et faire la liaison. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Kanawa, parce que c'est la liaison entre le social, le solidaire, l'éco-responsable. C'est très simple. Vous venez juste à la boutique avec vos dons et nous, on les récupère. On note votre nom, votre prénom et tout avec ce que vous avez donné. Et de notre côté, on va les trier, les laver et ensuite, on va les dispatcher. Soit les revendre à prix solidaire, soit les donner à des associations qui en ont plus besoin. Par exemple, après le cyclone, après des tempêtes, on peut les donner. Ou alors, on va les transformer. On va récupérer le tissu qu'on ne peut pas vendre, on va couper et on va fabriquer des coussins en patchwork, on va fabriquer d'autres vêtements. La friperie, c'est un état d'esprit. En fait, c'est être éco-responsable, c'est se dire que la mode, c'est un cycle. On achète un vêtement aujourd'hui, il sera à la mode dans 10 ans, on n'est pas obligé de le jeter. On peut le revendre à quelqu'un d'autre. C'est pas forcément quelque chose qui doit être à un aspect vieillot. On a envie que ce soit attrayant, que ce soit joli et que ça donne envie. Donc on travaille énormément le visuel ici. Acheter chez Kanawa, c'est participer à tout notre concept store, puisque c'est plus qu'une boutique, c'est un concept store. C'est participer à tout ça, c'est faire un geste qui est éco-responsable, c'est aider les jeunes de la population guadeloupéenne qui sont laissés de côté suite à leur handicap. Et donc c'est vraiment plus qu'un achat simple. C'est vraiment participer à tout un projet qui est beau, qui est social et qui aide notre société guadeloupéenne. Voilà, et c'est très nécessaire, effectivement, ce genre de boutique. La deuxième, il y a une qui s'est ouverte récemment à Plusieurs. Alors, je reviens vers notre opticienne. C'est l'émission, la 11e émission déjà. Mais oui. Et aujourd'hui, on va parler d'un métier particulier que je te laisse présenter avant de nous faire un petit rapide résumé sur ce que c'est. Alors aujourd'hui, j'ai un invité, donc Oui. Monsieur Cyril E. Y, Oui. que je présente. Et en fait, nous allons parler du métier d'oculariste. Et en fait, j'ai eu l'occasion de recevoir des clients au magasin où il y a de véritables souffrances suite à un traumatisme. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a reçu un coup dans l'œil, certaines fois, au niveau du foot, par exemple, il y a parfois des personnes qui reçoivent des coups suffisamment graves où ils sont amenés parfois à perdre l'œil. Il y a des personnes par rapport à des problèmes de glaucome ou autres, c'est-à-dire de maladies un petit peu plus graves qui sont amenées parfois à perdre l'œil et à avoir un aspect un peu laiteux au niveau de l'œil. Et donc, c'est à ce moment-là que l'oculariste intervient, non pas pour redonner la vue, mais en tout cas pour redonner de l'esthétique. Et c'est vrai que dans ces cas-là, nous sommes souvent face à des personnes qui n'ont pas de solution, qui sont face à leurs problèmes et qui le vivent de façon très dramatique. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer Cyril, qui est oculariste et qui aura l'occasion de présenter son métier, de présenter un peu la collaboration que nous allons mettre en place pour pouvoir porter des solutions justement à toutes ces personnes qui, je dis, qui sont en véritable souffrance. J'ai comme l'impression quand même que Cyril est un nom presque prédestiné. Il manque un E. Un petit E. Un petit E, aïe, ça aurait fait Cyril, œil. Bon, alors, dites-nous un petit peu votre parcours, Cyril, c'est intéressant parce que j'avoue que je ne savais même pas que ce métier existait. Alors, moi, ça fait 13 ans que je fais ce métier en métropole. Voilà, j'ai tout appris sur le tas. Hein. C'est un métier où on apprend tout sur le tas. C'est vraiment artisanal, on fait tout à la main du début à la fin. Et voilà, là, je me suis mis à mon compte parce que j'avais une autre mentalité et d'être plus proche des gens et d'aider le maximum de personnes. Et c'est quand Aline m'a appelé et je me suis dit, punaise, il n'y a personne en Guadeloupe, en fait, qui fait ce que je fais. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas venir ici et former Aline pour qu'il y ait tout le temps un oculariste ici sur place et aider les personnes. Alors, elle explique un peu votre métier, mais c'est bien que vous donnez des exemples concrets de ce que vous faites au quotidien pour les gens qui ont des difficultés, qui ont perdu un œil ou deux. Oui, c'est ça. En fait, on pense toujours que la prothèse oculaire, comme voilà, on pense à un œil de verre. Voilà, Ouais. Vulgairement, on pense que c'est un œil de verre, que c'est gros, que ça bouge pas, que c'est pas esthétique. Voilà, on a tous cette vision-là, mais le métier a beaucoup évolué et en fait, maintenant, moi, je pose des prothèses sur les personnes qui ont encore un œil, mais un œil malade, Oui. un œil disgracieux, un strabisme non-voyant, un œil laiteux. Et le but, c'est qu'on n'enlève pas leur œil, parce que c'est un traumatisme. Je veux dire, moi, on me dit, Cyril, il faut enlever ton globe oculaire pour avoir une prothèse. Je réfléchis, je suis pas sûr de le faire.
Par contre, si on me dit, Cyril, on te pose quelque chose sur ton œil, esthétiquement, tu seras mieux et tu auras un nouveau regard, voilà. Et l'œil supporte ces actions. Parce que je sais que personnellement j'ai essayé les lentilles il y a quelques années. J'ai pas tenu longtemps. Hein. On ne peut pas comparer une lentille parce que moi c'est du sur-mesure. Oui. Moi en fait. Ça veut dire que les lentilles sont pas sur mesure? Non, parce que moi je ne touche pas la cornée. Ah, en fait. d'accord. La cornée, quand vous mettez le doigt dans l'œil, si vous touchez la cornée, vous avez mal. Oui. Si vous touchez le blanc de l'œil, vous avez pas mal. Moi, les appuis prennent l'extérieur et en aucun cas je touche l'endroit le plus sensible de l'œil. Oui. Je m'occupe des bébés. Je veux dire, ça va de bébé à la personne la plus âgée dont je m'occupe. Elle a 102 ans. Je lui fais une petite dédicace en plus. Hein, elle est en bonne santé. Oui. Et voilà. Mais c'est pas une véritable opération, alors? Non, moi, il n'y a pas de piqûre. Il n'y a pas d'opération. C'est vraiment, je pose. C'est aussi fin qu'une lentille de contact, en fait. Oui. C'est juste esthétique. Et pour certains patients, c'est thérapeutique. D'accord. Voilà. Et donc, Aline le disait, ça concerne uniquement les gens qui ont perdu un œil, qui ont une difficulté à voir. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui est en bonne santé, enfin qui a un œil normal, ne peut pas... Non, je redonne pas la vue. Oui. Voilà, même s'il a un strabisme. Non, s'il a un strabisme, je donne pas la vue. D'accord. Je peux, par-dessus le strabisme, voilà, mettre une prothèse qui est aussi fin qu'une lentille. Pour rectifier un petit peu. Rectifier. Oui. Mais voilà, je peux pas redonner la vue là-dessus. Ça, c'est vraiment, faut être... Et est-ce que vous changez la couleur des yeux des gens? Alors, c'est ça qui est important. Mon but, c'est de reproduire la couleur du patient. Initial? Après, j'ai des demandes spécifiques. On m'a déjà demandé, j'ai un jeune de 14 ans qui m'a demandé la couleur de Naruto. Ah bon, Voilà, donc je me suis renseigné qui était Naruto. Donc, voilà, on le fait. Après, quand c'est des jeunes de moins de 18 ans, on demande l'accord des parents. D'accord. Mais ça peut se faire. Tout peut se faire. Tout peut se faire. Tout peut se faire. Ouais. Et cette opération, enfin, opération, en tout cas, mais ce changement, en combien de temps? En fait, moi... Votre travail, en fait. Une prothèse oculaire, oui, une prothèse c'est oculaire. 7 heures de travail. D'accord. Voilà. Avec Aline, dans le magasin, on a prévu, moi, si je viens pour un patient, il vient le matin à 9h, le soir, il peut récupérer la prothèse oculaire si tout va bien. Oui. Ou le lendemain, je veux dire, s'il y a des petits réajustages, le lendemain. On veut dire, en un jour, 2 jours, il a sa prothèse. Et donc, vous arrivez à changer le regard, quand même. C'est ça. Oui. En fait, c'est plus... On change le regard, mais en changeant le regard, on change la psychologie du patient, parce que tous les patients qui me voient le premier rendez-vous, je vous promets, ils sont tous la tête basse. Ils sont complexés. Oui. Moi, j'étais en Martinique juste avant de venir. J'étais débordé, j'avais des patients remplis. Oui. Et personne ne pouvait les aider. Ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils avaient un œil malade. Et croyez-moi, ça m'a fait mal au cœur que personne ils étaient comme ça. Et juste voilà, on a commencé le travail, je leur ai montré qu'est-ce qu'on pouvait faire. Tout de suite, le sourire, la tête un peu plus haute. Et voilà, c'est le but. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est souvent dans des cas où des personnes ont un œil qui est sain, et l'autre œil qui peut être un peu laiteux, un peu blanchâtre. Oui. Et souvent, les gens ne peuvent plus soutenir le regard de quelqu'un. Oui. Ils n'ont plus l'occasion de pouvoir regarder quelqu'un en face. Nous pas apprendre à regarder nous. Nous pas apprendre à regarder nous, mais ils ne veulent plus être regardés. Aussi. Parce que ça pose un problème. Parce que c'est quelque chose de traumatique. Et souvent, ce sont des choses qui arrivent suite à des traumatismes. Oui. Ça peut être suite à une opération oculaire. Ça peut être suite à une maladie qui puisse être dégénérative. Ça peut être suite à un coup. Chez nous, parfois, quand on utilise parfois des produits particuliers, nous prenons un coup d'alcali. Oui. Et malheureusement, ce sont des cas où on se retrouve à avoir un œil perdu. Oui. Ça peut être, vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a par exemple des échauffourées, on peut absolument perdre un œil. Perdre un œil. Oui. Et ce sont souvent des moments qui sont traumatiques parce que, alors Cyril nous l'a dit, il intervient aussi avec des bébés. Donc des enfants qui naissent parfois avec un petit œil ou avec quelque chose de particulier, une particularité. Et c'est pas toujours évident, même si on est amené à assumer nos particularités, quand on peut aider quelqu'un à pouvoir retrouver quand je dis une vision, pas une vision, mais un regard qui peut être naturel, c'est important. Autrefois, on disait de certaines personnes, ils n'ont pas cookie on dit. Alors, on se dit coquillande, oui. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin... Alors, coquillande, c'est quand on a le strabisme aigu. Mais de façon générale, quand on est... Là, nous avons, on se dit coquillande, nous avons vrai
Oui, quand même. Nous oui. pas forcément vrai dans la même direction là, mais Ouais. nous car vrai. Oui. Et le problème, c'est que dès l'instant où il y a de la vue, Cyril n'intervient pas. D'accord. D'accord. Dès l'instant où nous avons de la vision, aussi faible soit-elle, Cyril n'intervient pas. Cyril ne peut intervenir que quand il n'y a plus de Pas vision. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on est dans un aspect esthétique qui n'est pas négligeable, Oui. surtout dans cette société où le regard est important, Absolument. où Oui. Le look du regard, il l'estime faut de dire, soi oui, est aussi, importante. oui, bien sûr. Et souvent, ça permet à des personnes de pouvoir se repositionner dans une société et de se resocialiser par rapport à certaines choses. Une nouvelle vie même. Voilà. Moi, je dirais même certains patients que moi, que j'ai suivis me disent toujours, Cyril, grâce à toi, c'est une nouvelle vie. Oui. Ils peuvent faire les courses sans que les enfants disent à leurs parents, ah, t'as vu, elle a eu malade, c'est moche. Oh. Mais les parents, tout de suite, ils tirent l'enfant, chut, tais-toi, au lieu d'expliquer, en fait, ça. C'est ça le problème. Moi, je vais même dans les écoles, dans les maternelles, dans les primaires, expliquer. Le but, c'est pas de se moquer. Oui. Mais le problème, voilà, on sait que la mentalité, elle est pas très, très bonne. Alors, allez, il faut quand même dire deux petits mots, puisque nous sommes à la période de l'Octobre Rose. Et donc, il y a une opération optique en ligne avec Octobre Rose. Comment ça va s'organiser? Alors, l'Octobre Rose, nous avons voulu toujours être solidaires par rapport à cette cause-là. Alors, au magasin, nous offrons une rose à tous nos clients. Et la rose Client ou cliente? clients et clientes. Justement, nous ne faisons pas de distinguo D'accord. parce que nous estimons que nous sommes tous concernés par ce geste de solidarité et la rose est un symbole et le symbole pour nous de l'amour qui se distribue et qui se partage. Pourquoi? Parce que nous estimons à Optique Aline que le premier chemin vers la guérison, c'est l'amour. Et c'est l'amour que nous partageons les uns par rapport aux autres, qui permettent à d'autres de pouvoir être plus forts face à la maladie. Et c'est important que... Et donc, toujours dans ce cadre-là, je rappelle aux personnes qui sont concernées par un cancer, pour peu qu'ils aient un problème de vue, de troubles de vision double, quand ils vont voir leur ophtalmo, de ne pas oublier de parler de leur pathologie, parce que ça permet de réassocier un certain nombre de choses et de donner aux médecins un champ d'action beaucoup plus important pour pouvoir les aider et les accompagner. Et de ne pas avoir peur naturellement de le dire aux équipes qui les accompagnent, quels qu'ils soient. Et alors, je reviens vers Cyril. Quelles sont les étapes pour la pose d'une prothèse? Comment ça se passe concrètement? Alors, le patient vient là une première fois. Donc Oui. on parle, on discute de la pathologie, je lui explique mon travail. Et donc pour la fabrication de la prothèse, donc le premier rendez-vous, on prend une empreinte du globe oculaire. Comme c'est du sur-mesure, donc on fait une empreinte. Ça ne fait pas mal, je fais ça au bébé, voilà. C'est ce que je leur dis tout le temps, ça ne fait pas mal. La deuxième étape, c'est qu'on crée en fait le prototype. Donc on regarde si le confort y va, si esthétiquement ça va. Et la dernière étape, c'est la prothèse, si tout va bien. Il peut avoir une quatrième étape de réajustement, mais ça dépend du patient, ça dépend du cas. Donc, et comme tous les cas sont différents, voilà. Il faut parler de tarifs volontairement. Enfin, je sais C'est pas. important Oui. qu'on en parle justement. En fait, on pense que la prothèse, ça coûte très très cher, mais en fait, elle est remboursée à 100% par la sécurité sociale. D'accord. Donc les gens qui se plaignent quelquefois que la sécurité sociale ne paye rien, là, c'est pris à 100%. Et ils ne s'occupent même pas des papiers. C'est moi qui gère tous les papiers avec la sécurité sociale. Donc ça, c'est important, c'est pour que le prix ne soit pas une barrière. Quand il y a c'est une solution et que le prix ne soit pas une barrière. Et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui en collaboration avec Cyril. Donc, Il est là pendant combien de temps? alors Cyril est là jusqu'à vendredi. Là, je suis là jusqu'à vendredi, je reviens en décembre. Moi, mon but, c'est de former Oui. Voilà. pour qu'il y ait un oculariste 5 jours sur 7 en Guadeloupe. D'accord. Je ne viens pas juste pour comment on peut dire, le business. Oui. Le but, c'est de former D'accord. C'est important. quelqu'un, un Guadeloupéen, c'est encore mieux, une Guadeloupéenne, pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un de présent. Parce que sinon, ça sert à rien, en fait, le travail, il sera pas bon. Si moi, je viens petit à petit, c'est pas bon. Le but, c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un tout le temps sur place. Et ce que nous avons validé, c'est le sérieux, c'est la dimension d'empathie aussi que Cyril a, et cette capacité qu'il a à écouter, à entendre, et qu'il aille dans le même sens que nous au niveau d'Optique Aline, c'est-à-dire de prendre le temps avec les clients, de prendre le temps d'écouter et d'être vraiment d'abord des porteurs de solutions. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour nous. Et c'est pour ça que nous validons cette collaboration aujourd'hui.
Bien, on l'a bien noté. Donc, le rendez-vous est pris chez Opticaline. Et puis, on est content de... tout est là. Le numéro de téléphone pour prendre soin de vos yeux et pour nous prendre le temps, regardez-nous. Et effectivement, changer un petit peu le regard avec... Voilà, je précise que c'est important que les gens prennent rendez-vous, qu'ils nous appellent, particulièrement pour ce type de prise en charge, qu'ils nous appellent. Je peux me permettre de rappeler le numéro de téléphone. Oui, bien sûr, donc Opticaline au 0584 84 30 44 et nous sommes à l'assainissement dans l'ancien rectorat. Voilà, exactement. Voilà, merci Aline, merci beaucoup. Cyril, et puis peut-être que je viendrai changer mon regard. Voilà, on passe d'un autre sujet, cette fois-ci c'est avec Cynthia, son générique c'est parti. Contentez-vous, connectez-vous au naturel, c'est bien ça. C'est bien ça. Bonjour Cynthia. Bonjour Danick, bonjour à tous, bonjour Cyril, bonjour Aline. Madame. Alors, une petite transition, j'étais infirmière de bloc avec les ophtalmos, donc j'instrumentais. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire justement avec eux et qui serait très contente d'avoir vos services, surtout de docteur Para, qui fait tout ce qui est lorsque les personnes perdent carrément la vue. Voilà, donc, nous sommes en train de les visiter, justement. Voilà, c'est très bien. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le Malacca, Danick. Ah oui, le Malacca. Oui. Et je reviens dessus parce que la dernière fois, on en a parlé, mais tu m'avais contacté pour savoir comment on fait la confiture. Est-ce que tu as fait ta confiture? Oui, voilà, exactement. Alors, je vais en parler. La confiture de Malacca, elle est très simple à faire. On prend nos Malacca, donc fruits. Moi, je suis quelqu'un, je ne fonctionne pas à la pesée, c'est tout à l'œil. Et je fais confiance à mon instinct. Et je pense que si on y va tous comme ça, on va y arriver. Donc, on prend des Malacca. Donc, on va recouvrir à peu près 10 cm de plus de sucre. Et on va rajouter 10 cm au-dessus du sucre de l'eau. On va laisser cuire tranquillement. On peut rajouter de la muscade, on peut rajouter de la cannelle, on peut rajouter du zeste d'orange ou voire même du gingembre dedans. On laisse cuire à feu doux et une fois que le Malacca devient translucide et mou, on sait que notre confiture est prête. Enfin, notre Malacca confit du moins. Voilà. Donc, au niveau du Malacca, donc son origine, son histoire, donc il faut savoir que c'est un fruit et un arbre même, qui déjà à la base s'appelle Syzygium samarengens, pardon, oui. Parce que le Syzygium malaccensis, c'est ce qu'on appelle Malacca divin. Ici, c'est pas le même. C'est un fruit qui vient d'Indonésie, qui a été amené en Guadeloupe. Au niveau de l'utilisation, c'est beaucoup utilisé en alimentaire. Moi, j'utilise en cosmétique. Je suis la seule mondialement à faire des produits cosmétiques avec ce fruit. Je fais du gel de Malacca pour les cheveux, pour la peau. Donc le gel de Malacca qui va favoriser les boucles au niveau des cheveux et sur la peau qui va vraiment être hydratant. Donc moi, c'est ce que j'utilise à la place du lait végétal. Je mets du gel de Malacca sur ma peau. J'en avais donné aussi pour que tu puisses passer. Ouais, on a mélangé. Je confirme. On a mélangé avec le CADM pour tout ce qui va être problème de peau, eczéma, etc. Ça fonctionne très très bien. Les vertus du Malacca, donc antifongique, antibactéricide, astringent, donc ça resserre aussi au niveau des tissus. Ça aide pour les personnes qui cherchent à affiner leur taille, perdre du poids également, parce que c'est très très bon pour tout ce qui va être régime, apport hydrique. Ah bon, ça t'intéresse, Aline? C'est intéressant ça. Pourquoi il n'y a rien à perdre là? Non, franchement. Donc, ne jetez plus le fruit, s'il vous plaît, quand vous le voyez dans le jardin. Si vous ne savez pas quoi en faire, vous m'appelez. Alors, actuellement, le 94 14 86 n'est pas disponible parce que j'ai cassé mon téléphone à Canal 10. Oui. Ah, bon entendeur, ça. Voilà. Donc, je suis joignable au 06 90 70 47 72. D'accord.
Alors, au niveau du Malacca, j'ai eu l'occasion de réaliser des tests pendant le Covid, puisque c'est pendant le Covid que j'ai découvert les vertus du Malacca, puisque l'arbre était devant moi en train de me regarder comme ça dans le jardin. Donc, j'en ai fait quelque chose. J'ai fait également des vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, Malacca, je dis oui, c'est le titre des vidéos. Il y a 7 saisons où j'explique un petit peu tout sur le Malacca, où je montre les différentes petites choses et sur lesquelles vous pouvez aussi avoir des recettes. Donc, pour les gens qui veulent faire un shampoing au Malacca, une crème lavante au Malacca ou un cosmétique pour la peau, les recettes sont disponibles sur la chaîne YouTube. La seule recette que vous ne trouverez pas, bien sûr, c'est celle du gel de Malacca. Oui, oui. Donc, vous n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir accès aux vidéos. Donc, pour la phase test, j'ai mis mon gel de Malacca au soleil dans le jardin, ouvert. J'ai mis au réfrigérateur, j'ai mis au congélateur, j'ai laissé ouvert dans la chambre. Je l'ai gardé stérile dans un pot et j'en mets tout ça à l'Institut Pasteur. Donc, les vertus antibactériennes du Malacca, moi je les reconnais, l'Institut Pasteur aussi, parce qu'il y a 0 bactérie, quel que soit l'endroit où j'avais exposé le produit. J'en ai ensuite fait pendant le confinement de la solution hydroalcoolique au Malacca, donc qui fonctionne très bien. Donc, pareil, pouvoir antibactéricide supérieur à celui de la solution hydroalcoolique standard. En plus, ça ne dessèche pas les mains, il n'y a pas de réaction allergique cutanée. C'est vraiment un super bon produit. Donc, je vous invite aussi à, dans vos solutions hydroalcooliques, rajouter le gel de Malacca, justement, pour toutes les personnes qui sont allergiques. Voilà, ça va vous aider. Tous les produits qui sont là sont à base de Malacca? Pas tous. Donc là, on a le gel de Malacca, le fameux. Oui. Donc là, c'est le récipient de 100 millilitres. Donc vous voyez, on a conservé la couleur du Malacca standard. Ça sent vraiment le Malacca. Oui, c'est vrai. C'est du Malacca pur. Il n'y a pas d'ajout d'eau dedans. C'est vraiment le Malacca en gel. Donc on peut rajouter sur la peau. Il n'y a aucun problème pour les personnes qui sont diabétiques, même si c'est sucré. Il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, ça sent bon, je peux goûter ?» J'ai regardé, j'ai pris le gel, j'ai mis dans ma main, j'ai léché. Je lui ai dit, vous voyez, vous pouvez goûter. Tous les produits que je fabrique sont 100% naturels. Donc même les crèmes, ça tombe dans votre bouche, pas de panique, ça reste quand même du produit naturel, donc ça n'a aucun effet nocif pour vous si vous l'ingérez. Si ça tombe dans les yeux non plus, c'est pas grave. Donc je rebondis par rapport aux yeux. J'ai un gel contour des yeux qui s'appelle le Fresh Eyes. J'ai un retour client. Donc c'est une dame qui commençait à avoir un début de cataracte et qui avait justement une vue un peu trouble. Et elle m'a dit qu'en passant le Fresh Eyes, elle s'est rendue compte que sa vue s'était améliorée. Donc à étudier, j'invite les ophtalmos à me contacter pour qu'on puisse essayer de travailler ensemble avec, ou même Monsieur Hyde aussi, parce que bon, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et j'ai besoin de collaboration pour ça avec les médecins. Voilà. D'accord. Tout est dit? Non, oui. Tout n'est pas dit. Il y a Octobre Rose aussi à Nature Nurse. D'accord. Je fais un petit retour en arrière sur la rose porcelaine dont on a parlé la dernière fois. Donc, j'ai mis en place un petit moment découverte autour de la rose porcelaine à Toki Pointe-à-Pitre, le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc, vous m'appelez et vous pouvez gratuitement venir découvrir les produits à la rose porcelaine à travers un soin. Voilà, avec ces produits. Bien. Ok, ben, c'est noté tout ça. Et à mardi prochain? À mardi prochain, Danick. Voilà, on était connectés au naturel avec notre amie Cynthia. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL News. On va recevoir Evelyne Adimar et Barbara Montpierre. C'est tout de suite après. Voilà, c'est la dernière étape du ZCL News aujourd'hui. Il est déjà 13h39 et on revoit Evelyne. Bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Bonjour les téléspectateurs. Ça va bien. Elle est de retour. Elle va parler de la prime PPV ou la prime dite de pouvoir d'achat. Explication. Non, de partage. De partage, oui, je vois. Prime du pouvoir d'achat, du partage de la valeur. Oui, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ben la PPV, en fait, c'est l'ancienne PEPA. Enfin, on a entendu parler de plusieurs types de primes, notamment prime Macron, qui a été déviée, qui est devenue la prime PEPA. Et donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler d'une bonne nouvelle, puisque je n'apporte pas toujours que des mauvaises nouvelles. Une fois. Donc, la prime de partage de valeur est un remaniement de la prime PEPA depuis le 3 août dernier. Et donc, en fait, cette prime peut être mise en place au niveau des entreprises, soit par accord d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur.
Oui. Donc l'objectif, c'est de pouvoir améliorer le pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent la confusion en fait en termes de terminologie. Oui. Mais il faut savoir quand même que la mise en place au sein d'une structure, au sein d'une entreprise, elle reste facultative. Elle peut concerner donc soit l'ensemble des salariés de l'entreprise, donc quel que soit le niveau de la rémunération, ou alors uniquement les salariés qui ont une rémunération qui n'excède pas un certain plafond. Alors, le montant il est modulable? Oui, tout à fait. Donc, au sein des entreprises, on peut décider de moduler le montant de la rémunération, enfin, en fonction de la rémunération du moins des salariés. Donc, on peut dire que ce sont les salariés qui perçoivent, je sais pas moi, moins de 2 000 € net ou je sais pas trop, enfin, moins de 1 500 € net. Elle est modulable aussi en fonction de la classification des salariés, donc cadre, non cadre. En fonction de l'ancienneté de l'entreprise, on peut dire que cette prime-là sera octroyée aux salariés qui sont présents depuis plus de 10 ans. Autant te dire qu'ils risquent de ne pas avoir beaucoup de primes dans certaines entreprises. Oui. La durée effective pendant l'année écoulée, donc peut-être que ça peut être salarié présent pendant plus de 11 mois, pendant plus de 10 mois, si jamais des salariés malades ou autres. La durée du travail prévue au contrat, notamment en cas de contrat à temps partiel. Donc, ça peut être, par exemple, salarié à temps plein de plus de 10 ans. En fait, voilà. Donc, il y a plusieurs solutions pour pouvoir octroyer cette prime qui ne doit pas être discriminatoire, tout de même, on le rappelle. Et lorsque les conditions de modulation sont définies, elles doivent être prévues soit dans l'accord, soit dans la décision unilatérale de l'employeur. Et il est intéressant, effectivement, de savoir que cette prime peut être versée en 4 fois, donc une fois par trimestre, dans l'idéal. Oui. Mais le montant minimum, c'est quoi? Alors, le montant minimum, il n'y en a pas. Le montant maximum, il y en a, par combien? contre. Alors, ça peut varier entre 3 000 à 6 000 €. Donc, ça dépend de certaines conditions. Donc, il faut savoir qu'elle peut être portée, la limite est portée du moins à 6 000 €, notamment si l'entreprise est dotée d'un dispositif d'intéressement. C'est surtout qu'en fait, ce montant maximal est exonéré en fait dans cette limite. Par an et par bénéficiaire. Donc, notamment, comme je le disais, si l'entreprise est dotée d'un dispositif d'intéressement, si l'entreprise a moins de 50 salariés et applique un dispositif de participation volontaire, si cette dernière est une association ou une fondation d'utilité publique, donc les associations peuvent verser des primes qui vont jusqu'à 6 000 € qui sont exonérées. Et si l'entreprise est une entreprise de services d'aide par le travail, donc on parle des ESAT, ce sont souvent les entreprises qui sont dévolues aux travailleurs handicapés, en sachant que cette prime doit bien évidemment être mentionnée sur le bulletin de paye et ne peut pas être versée en dehors de ce dernier. Est-ce que c'est toujours applicable, ça? Alors, est-ce que la règle liée à l'exonération de la prime sera toujours applicable? Il faut tenir compte de deux périodes, dont une période qu'on va dire entre guillemets probatoire concernant le bénéfice des exonérations fiscales et sociales, c'est-à-dire qu'entre le 1er juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, donc on a quand même 1 an et demi pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Si la rémunération du salarié est inférieure à 3 fois le SMIC, on bénéficie de l'exonération des cotisations sociales. D'accord. L'exonération de la CSG et de la CRDS, d'accord, non négligeable. L'exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié, donc ça peut être une source de motivation pour ce dernier de savoir que ça va échapper à la fiscalité. Et l'exonération de forfait social, donc le forfait social, c'est pour toute la quote-part qui n'est pas soumise à cotisation sociale lorsqu'on parle en termes de primes. Et par contre, pour les salariés dont la rémunération, elle, excède 3 fois le SMIC, donc sur cette période que j'ai citée, donc du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, on ne peut avoir que l'exonération des cotisations sociales et éventuellement la disposition fiscale transitoire pendant cette période qui consiste à dire que pour la nouvelle prime PEPA versée en 2022, si les salariés ont déjà perçu une prime, la prime PEPA en début d'année qui allait jusqu'au 31 mars, on peut aller jusqu'à 6 000 € jusqu'à la fin de l'année. Donc, il resterait, entre guillemets, à verser 3 000 € et cette prime-là bénéficierait de l'exonération des cotisations sociales, je le rappelle, pour les salariés qui ont un salaire supérieur à 3 fois le SMIC. D'accord. Pour ce qui est de la deuxième période? Oui, c'est ce que j'ai dit pour la deuxième période, pour les versements qui seront effectués à partir de 2024. 2024. Oui, il ne faudra pas trop pour le moment se dire qu'on a une super prime qu'on pourra verser chaque année aux salariés, exonérés d'impôts et tout, parce qu'à partir de 2024, en théorie, je ne suis pas nécessairement convaincue que ce sera le cas, mais les exonérations dont j'ai parlé vont être revues. Et en fait, quel que soit le niveau de salaire, la prime de partage sera exonérée de cotisations sociales, toujours dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, soumise à la par contre, elle devient soumise à la CSG, CRDS
pour les sommes qui restent dues, elle devient imposable. Elle deviendra du moins imposable à l'impôt sur le revenu. Et enfin, l'employeur paiera le forfait social pour les entreprises de 250 salariés et plus sur la fraction qui est exonérée de cotisations sociales. Alors, comme je te dis, on est en 2022. C'est un texte qui a été écrit en août 2022. Il n'est pas dit que ça ne change pas entre-temps, hein, d'ici là. Parce que si, effectivement, on se rend compte que c'est un dispositif qui facilite et qui permet de relancer toute la partie liée à l'activité économique et notamment la partie liée à la consommation des ménages, notamment tenant compte de l'inflation, peut-être qu'il pourrait y avoir une forme de pérennisation. Oui, une dernière petite précision. Oui, alors il faut savoir quand même que cette prime ne peut pas se substituer à une rémunération qu'on aurait versée aux salariés en tant un élément de rémunération obligatoire que l'employeur versait déjà ou selon la base d'un usage ou selon une base contractuelle qui était établie avec un salarié. Ça ne peut pas non plus se substituer à une augmentation de rémunération, une prime prévue par un accord salarial. Et ça ne peut pas non plus tenir lieu de règlement des heures supplémentaires effectuées par les salariés, en sachant quand même que pour la mise en place de la prime, il faut bien penser à écrire la déclaration unique d'embauche pour le salarié qui est tout seul, ou alors se référer à l'accord d'entreprise ou de groupe. Voilà, c'est dit pour cette PPV, c'est bien ça. Hein? PPV, prime de partage de valeur. Voilà, dernière chronique aujourd'hui avec notre amie Barbara. C'est parti. Bien voilà, comme tous les mardis, nous sommes avec Barbara, nous sommes à la rencontre de soi. Bonjour Barbara. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Oui, et aujourd'hui on va parler du haut potentiel émotionnel, hypersensible du sentiment de décalage à l'explosion de bien-être. Un grand programme. Oui, un grand programme, mais c'est pour aller dans la continuité de ce qu'on avait vu la dernière fois, du trop. Oui. Donc voilà, tu diras pas que je suis trop gentille aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire ça, est-ce que tu n'es pas trop gentille, justement? Eh bien, écoute, tu sais, on a chacun nos axes d'amélioration et le plus important, c'est de le savoir. C'est qu'on a chacun notre personnalité, on l'avait vu en détail la dernière fois, plus ou moins, puisqu'on pourrait en parler en long et en large. Et puis, ce n'est pas un hasard aussi si je parle de ce sujet aujourd'hui, puisque je suis concernée et j'imagine que plein d'autres téléspectateurs le seront d'une manière ou d'une autre, donc sur le haut potentiel émotionnel, l'hypersensibilité, et j'irai même plus loin, on verra aussi l'hyperémotivité. Tout ça, important de distinguer, parce qu'en fonction justement de là où on se situe, on peut se faire accompagner pour mieux vivre les choses, tout simplement. Mais tu vas nous expliquer tout ça? C'est ça. Oui. Alors, justement, on va voir ensemble à l'écran, donc les différentes définitions. Tu sais à quel point je tiens à cela. L'histoire, c'est qu'on puisse vraiment situer où on se trouve, puisqu'on peut vivre des choses souvent sans mettre de mots dessus. Donc là, ce qu'on va voir à l'écran, c'est les définitions. Donc, en commençant par le haut potentiel. Voilà, donc les hauts potentiels émotionnels, ce sont des personnes en fait qui ont une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. Donc elle est relativement élevée. En gros, au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on va même considérer comme étant surdouées, mais sur le volet émotionnel. Ils ont une capacité à avoir une très grande sensibilité, à pouvoir vivre leurs émotions de façon décuplée, même ressentir les émotions des autres, prendre des fois même de façon démesurée les mots des autres, les différentes émotions, avoir un côté intuitif qui sera développé, voire avoir un sentiment aussi de décalage, puisque on va dire cette personnalité provoque un sentiment des fois d'incompréhension ou de décalage avec les autres par rapport à cette avance, en quelque part. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de se dire que ça peut, au-delà de ce qu'on peut penser de ce décalage, qu'on arrive à en faire un don, puisque c'est un don finalement. Donc voilà, sous le haut potentiel émotionnel, à distinguer du coup aussi de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne.
donc qui va durer de façon provisoire. Et souvent, les personnes qui sont au potentiel émotionnel sont aussi hypersensibles. Alors, tu imagines le cocktail. En gros, donc tu vis les émotions de façon décuplée. Tu peux avoir tes sens aussi qui sont développés. Donc, ça va être sur des odeurs, des bruits, toutes ces choses-là qui vont te mettre dans une situation où toi-même, tu peux ne pas comprendre ce qui t'arrive et tu te sens mal finalement, mais sans pouvoir mettre de mots sur ce que tu vis. Et enfin, le dernier point donc, aussi qui était précisé donc, tout à l'heure à l'écran, c'est l'hyperémotivité. Oui, alors ça, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, c'est quoi exactement l'hyperémotivité? L'hyperémotivité, on est toujours dans l'hyper. Donc, c'est le fait de vivre, d'exprimer et de vivre les émotions de façon démesurée ou qui ne vont pas correspondre à une réalité. Tu vois, donc on peut mettre dans cette image-là un trop-plein. C'est un trouble, l'hyperémotivité. D'accord? Donc, les personnes qui sont concernées par cela, eh bien, vont se mettre à réagir de façon exagérée face à une situation. Tu vois? Mais c'est pourquoi je parle de trop-plein. Par exemple, quand on a tendance à être peut-être trop gentil, trop gentil, on prend, on fait à la place des autres. J'ai pris cet exemple. Tu prends, tu fais à la place des autres, tu dis oui pour tout, tu fais tout, et bien du coup, tu te perds. Et un jour, tu pètes un câble. C'est ça. Tu pètes un câble sur les autres sans compter à ce que ça génère intérieurement, un profond mal-être, parce que finalement, tu te sens à la fois dans l'obligation de faire. Tu te rappelles, on a parlé des fameux drivers, le faire plaisir, etc. Et en plus, dans cette difficulté de ne pas savoir dire non. Donc, l'hyperémotivité peut intervenir soit suite à un choc, un trouble du passé, ou ça peut être aussi dans l'enfance, et ça intervient au fil des années, donc dans l'apprentissage de la vie ou encore en grandissant. Tu vois, ça peut arriver à tout moment. D'accord. Non, je comprends mieux. Alors du coup, on peut expliquer aussi que les personnes sont hyper émotifs, ça arrive aussi. C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que alors j'ai vraiment fait la distinction entre les trois, mais imagine pour une personne qui est déjà en fait qui a ce caractère, cette particularité d'être au potentiel émotionnel, donc qui vit, on va dire les choses de façon décuplée, les émotions de façon intense, qui se retrouve dans une phase de choc et qui est dans l'hyperémotivité. Tu vois bien que c'est important d'arriver à détecter ça pour être mieux accompagné. Et l'idée, c'est de mieux vivre en fait, d'être dans le mieux-être. Mais alors, comment on arrive à savoir cette situation personnellement? Oui. Alors, ce que je propose pour savoir comment, ça va être important, on va le voir aussi à l'écran, de pouvoir détecter quelques éléments qui vont permettre aux téléspectateurs, notamment, de savoir s'ils sont dans cette case ou non. Donc, alors, se reconnaître, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une hypersensibilité, généralement émotionnelle, comme je disais tout à l'heure. On va avoir une forte sensibilité sensorielle au niveau des sens. On va avoir un petit côté, voire même un très grand côté de perfectionnement, d'être perfectionniste. Une grande empathie. En termes de réflexion, c'est-à-dire que les personnes au potentiel vont être en réflexion tout le temps, constamment. Des fois, en fait, ces personnes auront du mal aussi à s'exprimer de façon claire, puisque la pensée ira plus vite que la parole. Donc, il y a ce côté intuitif dont on parlait. La difficulté à gérer les situations où il y a de l'injustice, une forte capacité de résilience, donc c'est au potentiel, et puis comme je disais pour finir, le vécu de décalage avec les autres. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très prononcé. Du coup, oui. Oui, le coach finalement, quand le patient, enfin la personne arrive sur le coach, on arrive à détecter tout ça, comment? Alors, justement, pour y arriver, donc plusieurs choses. C'est vrai que sur Internet, on se documente. Certaines personnes ont voilà, cette faculté de vouloir savoir, comprendre, mettre des mots, essayer de finir le puzzle, essayer de comprendre pourquoi, en fait, j'ai telle ou telle situation, pourquoi je réagis comme ça. Donc, ça va être de se documenter. Il y a des autotests qui existent sur Internet. Après, pour aller plus loin, ça va être de voir un spécialiste pour poser un diagnostic. Donc ça aussi, on va le voir du coup à l'écran. Je propose voilà, une quick list. La quick list, pour arriver au bien-être. On va poser le diagnostic. Donc, première étape, comme je disais, on peut le faire sur Internet, par exemple, juste pour avoir une idée. Et je crois même déjà que par rapport à ce qui a été dit, certains ont pu se reconnaître. Mais c'est quand même bien d'avoir un diagnostic par des professionnels. Faire de soi, faire de moi ma priorité et accepter ma particularité. Pourquoi être justement au potentiel, ça veut dire qu'on a un potentiel hors norme. Donc, ça va être de se dire, j'ai cette particularité, comment je vais arriver à surfer dessus pour mieux vivre avec les autres, en commençant par mieux vivre avec moi, mieux me comprendre, mieux m'accepter dans ma différence.
Ça va être important aussi de rester attentif à tous ses besoins parce qu'une personne qui est au potentiel va avoir tendance à se focaliser dans le point sur lequel elle est plus à l'aise. Parce que comme elle a un sentiment de décalage, tu te rappelles, on a parlé la dernière fois de la zone de confort, notamment qu'il n'en est pas une. Mais l'idée, c'est d'être attentif à tous mes besoins. Après, on va travailler sur les différentes aptitudes d'analyse que j'ai, justement pour optimiser mon potentiel. Parce que les hauts potentiels ont une faculté supérieure à la norme pour pouvoir justement analyser les choses et avoir une longueur d'avance avec le côté intuitif. Après, donc, ça va être d'accepter que mes attitudes soient différentes. Donc, cette façon de vivre les choses de façon différente, m'accepter tel que je suis pour pouvoir mieux percevoir ensuite mon rapport avec l'autre. Pourquoi je parle de rapport avec l'autre? C'est que les hauts potentiels ont du mal aussi à garder confiance en eux. Donc, ça va être de travailler à l'aide de professionnels, comme les coachs, sur le socle de confiance. Le haut potentiel a besoin d'être rassuré aussi. Donc, ça va être important qu'il ait un travail qui soit réalisé pour qu'il continue constamment à avoir confiance en lui. D'où l'importance, c'est de travailler ses aptitudes, se mettre en challenge, par exemple. Bien sûr, ça c'est important. C'est ça. Oui, très important ça. Oui. Et on dit souvent, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi. C'est ça, exactement, on est bien d'accord. Et pour s'aimer encore, donc on va finir avec le dernier point. Tu te souviens, on en parle beaucoup, les 4 R. Donc c'était à l'écran tout à l'heure. Les 4 R, je me relaxe. Réagir. Alors, avant de réagir, je vais respirer. La respiration. Quand j'ai respiré, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais pouvoir réfléchir et ensuite réagir. Ça va permettre de réguler ma charge émotionnelle et de me sentir mieux au quotidien. Voilà, en fait, ce que je propose, 7 étapes dans la quick list. C'est important. Pour être dans le mieux-être et voir par la suite, quand on a fait de tout cela une discipline, être dans l'explosion du bien-être tout en étant au potentiel émotionnel et hypersensible. Voilà, Dani. Et donc, on devient sa propre lumière. C'est ça. Mais oui, parce que nous sommes tous lumière avec nos particularités. Et mieux nous nous connaissons, mieux nous avons un meilleur rapport avec nous-mêmes et avec les autres. Bien, la prochaine fois, nous allons voir comment gérer et exprimer ses émotions. Mais surtout, je pense que depuis 1 mois, on se voit régulièrement. Tout à fait. Le mardi. Alors, peut-être qu'il serait intéressant que nos téléspectateurs, par le biais du Facebook, mais aussi en direct, puissent répondre, poser des questions. Tout à fait. Puissent répondre en direct. On fera ça la prochaine fois. Tout à fait, c'est ça. Donc, ils ont déjà la possibilité de poser des questions sur le Facebook. Oui. Alors, ton Facebook, c'est... Alors, c'est Barbara Montpierre et je remercie d'ailleurs déjà quelques téléspectateurs qui m'ont fait des réactions par rapport aux chroniques précédentes. Oui. Donc, n'hésitez pas justement à venir vers moi, à me poser des questions sur la question de la gestion des émotions. Donc, bien entendu, comme je fais d'habitude, il y aura quelques explications, mais l'idée, c'est que ce soit vraiment un accompagnement centré sur vous et vos besoins. Donc, sur mon Facebook, Barbara Montpierre, sur Instagram, Barbara Montpierre, et bien entendu, avec mon numéro de téléphone, donc au 06 90 50 50 50. Ou encore par mail à barbara.m@live.fr. Voilà, Dani. Merci beaucoup. Et à la prochaine fois. À très vite. Voilà, on continue l'émission. À tout de suite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle donc qu'on a reçu en début de ZCL Anaïs Top et Didier Méridien pour parler d'un challenge qui est lancé sur ce qu'on appelle Chimère Nous. Ensuite, Aline Mijoin et Cyril Hay sont venus parler de l'oculicarisme, comment modifier un petit peu le regard quand on a des problèmes oculaires, mais pas seulement pour les gens pour les gens qui ont qui sont normalement qui ont une vue normale, mais simplement changer l'esthétique du regard, c'est différent. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Aline Mijoin si vous le souhaitez et voir aussi Cynthia Lefort, comme chaque semaine, notre naturopathe herboriste nous a parlé cette fois-ci du Malacca et des bienfaits de ce fruit venu d'Indonésie. On a terminé avec Barbara Montpierre et avant on a fait un petit focus sur la prime PPV, dite prime du pouvoir d'achat avec Emeline. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est notre ami Jordan qui était à la réalisation. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition du ZCL News. Bonne fin d'après-midi.